moi, j'ai une petite question. C'est quand j'entends les analystes, les analyses des gérants sur les sentiments, j'ai quand même le sentiment que finalement, vous êtes tous devenus un peu étanches à la géopolitique parce que bah, si on commence à se pencher sur le sujet, on n'avance pas beaucoup. Et que les banques centrales, bah, comme les banques centrales annoncent de plus en plus en amont ce qu'elles ont une grande chance de faire plus tard, finalement, il n'y a plus beaucoup de surprises à ce niveau-là. Euh, Moi, j'ai une question, c'est est-ce que vous pensez que la géopolitique et les banques centrales représentent encore un risque qui n'est pas déjà intégré dans vos choix de gestion? Vaste question. On a 4 heures. Axel. Alors, pour les 4 prochaines heures, si on commence par les banques centrales. Les banques centrales, ça a quand même été un moteur pour les marchés financiers sur la dernière décennie. Et là, pour 2026, on a quelque chose de très excitant qui s'ouvre, c'est qu'on passe d'un relais banque centrale à un relais relance budgétaire. 2026, c'est vraiment l'année de la relance budgétaire. On a les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Chine, tous en même temps. Et face à ça, bah, on a des banques centrales qui adoptent deux positions différentes. On a les banques centrales qui se disent bah, plus de relance budgétaire, c'est plus de croissance, plus d'inflation potentiellement. Et donc, on a les banques centrales en Scandinavie, en Australie, qui vont sûrement démarrer un cycle de hausse des taux. On a la Banque centrale du Japon qui, elle, continue son cycle de hausse des taux. Et puis, on a la Banque centrale européenne qui dit bah non, moi, je fais une pause en attendant de voir les effets. Et puis, on a la Banque centrale américaine qui est à l'opposé, qui là est plutôt partie en se disant bah, on va faire du budgétaire et du monétaire en même temps, avec un vrai risque, hein, on le sait, de politisation de la politique de la Banque centrale américaine. Et donc là, un vrai risque sur les taux longs aux États-Unis et d'affaiblissement du dollar. Donc ça, c'est la façon dont on peut l'appréhender pour 2026. On a un risque lié à la politique de la Banque centrale américaine qui se met au-dessus de la politique budgétaire. Sur la partie géopolitique, c'est indéniable, on est peut-être à un sommet des tensions géopolitiques depuis la guerre froide. Là où il y a une dynamique intéressante et rassurante pour nous quatre qui sommes des gérants internationaux, c'est qu'on a quand même une certaine forme de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On l'a vu, on est sur une interdépendance énorme entre les différentes zones. Le Covid a été un mauvais souvenir là-dessus. La guerre en Ukraine aussi sur l'impact de la hausse du prix du gaz qui a entraîné derrière le plus fort cycle de hausse de taux de la part des banques centrales. Et un des exemples les plus criants, c'est celui de la tech. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a une chaîne de valeur tech en entière sur son pays. Donc même Taïwan, qui est en plein cœur de toutes les tensions géopolitiques, demain, si Taïwan se fait envahir, la tech en entier s'arrête à travers le monde, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Et cette interdépendance, c'est ce qui explique que Trump, on lui a mis le mot taco sur la tech, Trump always chicken out, parce qu'il se rend compte de ces interdépendances-là. Comment on le gère? On le gère en étant diversifié, parce que finalement, aucun pays n'est à l'abri des tensions géopolitiques aujourd'hui. Donc la seule façon, ce serait de se mettre en cash, mais on sait tous que c'est loin d'être la bonne décision. Donc on diversifie géographiquement. Alors, on va venir sur les détails de la diversification. Donc, c'est simplement le contexte global fait que, d'une certaine manière, on est obligé de les diversifier juste pour essayer de mitiger tous ces risques-là. Exactement. Et D'accord. de vivre avec. D'accord. Bon, on va revenir. Stéphane. Moi, je devrais lire un peu plus souvent les papiers de Carmignac parce que c'est brillant comme exposé. Bravo. Non, moi, ce que je voudrais juste, ce que je voudrais juste rappeler, c'est juste des principes que moi j'ai toujours dans la tête. J'adore une vidéo que je fais voir, regarder à tous les stagiaires qui viennent. C'est How the Economic Machine Works, avec mon accent, donc for sure. Euh, et c'est de Ray Dalio, ce grand gérant de hedge fund, et c'est très bien expliqué sur les cycles notamment d'expansion économique, de hausse des taux, puis de baisse des taux. Et en fait, nous, notre sujet, c'est effectivement quand on anticipe, collectivement, on est drogué à ça, il faut être très clair, hein, tous les investisseurs, en tout cas actions, preneurs de risques, on est drogué à la baisse des taux. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y aura une stimulation effectivement de l'économie ou une baisse des taux. Et si c'est le cas, si c'est ce qu'on anticipe, eh bien les valorisations montent. Et puis si c'est l'inverse, ben, on prend très cher entre guillemets sur les actions. En tout cas, c'est pas sur le même type d'action qu'on doit se positionner. Donc oui, si la question c'est est-ce qu'on monitor, est-ce qu'on regarde, oui. Après, moi, je suis un peu, je m'amuse pas mal parce qu'il y a des études sur les probabilités de hausse ou de baisse des taux et à la stade près, le lendemain, c'est flip-flop, c'est-à-dire que le consensus change complètement d'avis. Donc si on commence à regarder le consensus,
Moi, je vous invite à vous abonner à ma petite lettre hebdomadaire. Vous allez vous marrer parce que d'une semaine à l'autre, je vais dire A ou B. Bon, en général, j'ai des convictions plus longues, évidemment, mais il faut faire un petit peu attention à ces moments flip-flop et à ce bruit. C'est vraiment quelque chose que je voudrais ajouter, et je vais aller sur la partie géopolitique. Il y a le bruit et puis les tendances longues. Il y a aussi ce bruit géopolitique. On a un type un petit peu cyclotimique à la Maison Blanche, on va dire, c'est sympa parce que j'ai envie d'y retourner. Donc, si on est écouté à la douane, j'ai envie que. Enfin, moi, on a un dingue à la Maison Blanche, et donc il y a ce taco, cet effet taco fait que du lundi au mardi, on peut apprendre de décisions différentes. Donc, ce qu'il faut, c'est dans cet univers-là, et d'ailleurs pour vous, dans l'allocation vis-à-vis de vos clients, c'est vraiment pas prendre des portes de saloon. Et on se retrouve dans des schémas. Enfin, je vous donne un exemple très simple, parce que moi, je suis surtout concerné dans mon fonds Atimis Industrie 4.0 sur 15% du portefeuille sur la partie défense. Il y a 3 semaines de ça, j'étais aux États-Unis, là, au CES. Trump a dit maintenant c'est fini les hautes rémunérations dans la défense, les rachats d'actions et les dividendes, c'est terminé dans la défense. Moralité, c'était entre -7 et -10 sur toutes les valeurs défense. Et le lendemain, il est passé de 1000 milliards à 1500 milliards le budget. Et donc, on a repris les 10 à. Et j'avais du pot parce qu'il n'y avait plus personne au bureau avec le décalage horaire, parce que j'avais évidemment la tentation à ce moment-là d'appuyer sur le bouton. Et le lendemain, j'ai regagné ce que j'avais perdu virtuellement. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Et donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qu'on fait, nous, c'est ce côté, on prend une direction, et puis c'est un peu le salaire de la peur, c'est qu'on avance sur de la tôle ondulée. Il faut faire attention à ce bruit. Il faut faire l'extraction, on m'a toujours dit, faire l'extraction entre le signal et le bruit. Il y a un bruit, et puis il y a le signal, il y a la direction qu'on a envie de prendre, et les tendances fortes. Par exemple, la digitalisation ou l'intrusion de l'intelligence artificielle dans l'industrie, qui est mon cœur de modèle. Quels sont les meilleurs acteurs? Voilà, comment on travaille. On va en parler, sinon le micro marche mieux, ce serait plus simple. Bon, Antoine. Même question. Bon, déjà sur la géopolitique, je pense que c'est hyper dur de faire un scénario central sur la capacité de Trump à s'attaquer à telle ou telle zone. Donc bien malin celui qui peut se mettre dans sa tête, mais comme à l'époque dans celle de Poutine. Donc on ne peut pas dérouler une alloc sur la base de ce que Trump va pouvoir tweeter ou faire. Donc déjà, force de cette constatation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut exploiter les pics de volatilité. Alors comme en fait il a tendance à revenir sur ce qu'il vient de dire, ça a déjà été cité sur le taco trade, et puis à réémettre des nouveaux doutes largement dans des fenêtres de plus en plus restreintes. Ça génère plusieurs portes de sortie. Par exemple, si on prend les puts et qu'on a tort sur le premier scénario, par exemple début d'année on se couvre, finalement à Davos la tension redescend d'un cran, et ben on a d'autres portes de sortie un petit peu plus tard dans le mois, parce que les pics de vol se font de manière beaucoup plus spectaculaire que les drawdowns sur le marché, et la capacité à couvrir un drawdown, elle est plus longue sur un marché equity que sur, par exemple, le VIX, hein, donc cette volatilité-là, la volatilité implicite, qui, elle, rend plutôt compte d'un apaisement des inquiétudes plutôt qu'un regain d'optimisme. Je trouve que la nuance est importante. Sur les banques centrales, alors ça a été hyper présent, on a décortiqué les propos de Powell au point où on comparait réunion après réunion quelles pouvaient être les différences d'un rapport à l'autre. Je pense que ça sera beaucoup moins présent. La BCE, elle a fait le job, donc on l'attend beaucoup moins au tournant. Il n'y a plus du tout de baisse qui sont anticipées. L'inflation est à la cible, la croissance elle est molle, mais elle est ok. Le bilan il a été réduit quasi de moitié. Donc la BCE, il n'y a pas grand chose à attendre. La Fed, bon, on a à la tête potentiellement, il faut qu'il passe l'épreuve du Sénat, mais un nouveau président qui a l'air plus à même à faire des baisses de taux si on en croit le côté politique de la chose. Par contre, si on regarde son parcours, il est plus faucon que ses prédécesseurs. Donc l'un dans l'autre, potentiellement, il n'y aura pas grand-chose à attendre sur autant de baisses de taux aux États-Unis. Donc voilà, quelque chose, je pense que le curseur va se déporter vers d'autres drivers que celui des banques centrales. Et je pense qu'il faut éviter, je n'ai pas envie de reprendre des propos qui ont déjà été dits, mais de se positionner sur des scénarios géopolitiques qui nous échappent complètement par nature. Il faut bien distinguer le bruit des tendances, potentiellement trouver des signaux dans d'autres tendances qui peuvent se dessiner, mais voilà, je pense que c'est difficile d'en tenir compte. Alors, moi, tiens, ça marche. Oui, donc je vais avoir votre analyse, mais ça va pas marcher longtemps. Je voudrais en profiter pour poser la question suivante qui va avec ça, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple précis de diversification pour essayer de mitiger cette espèce de risque qui peut arriver un petit peu. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a le risque, mais
on dit diversification, tout le monde parle de diversification à tout bout de champ. Aujourd'hui, on l'a cité 50 fois comme si c'était la solution possible. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez un exemple précis de diversification, non, dans vos portefeuilles? Non, non. De diversification dans vos portefeuilles qui puisse imager cette notion de qu'est-ce que c'est en fait? Bah, c'est sûr qu'on est dans un monde beaucoup plus incertain aujourd'hui géopolitiquement qu'on l'était il y a quelques années où les choses étaient plutôt plus consensuelles. Donc les gens, enfin vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas eu de surprise sur les banques centrales. Il y a des gens qui se sont fait très 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 mal en 2022 quand les taux sont montés quand même, beaucoup. Donc ça peut quand même faire assez mal. Donc je pense qu'on a juste, enfin en tant que gérant, on sait qu'il y a plus d'imprévisibilité. Et donc, à mon avis, enfin moi en tout cas, vu de ma fenêtre, c'est très dangereux de prendre des gros paris macro. Et par contre, donc on peut diversifier. Et deuxièmement, on voit même sur la structure même des marchés, avec la place de la gestion passive dedans, que les titres sont beaucoup plus volatiles en titre individuel, en fait. Vous pouvez avoir beaucoup plus d'accidents. Donc je pense qu'il faut réduire son sizing par ligne. Même des grands gérants comme, on parlait avec un grand gérant français il n'y a pas longtemps, mais je pense des grands gérants de hedge funds américains, il y a plus de gens qui ont 10 lignes, 15 lignes, parce que ça devient beaucoup trop compliqué à tenir. Donc il faut, un, diversifier ces lignes. Et deux, je pense que, euh, en fait, si vous suivez vos dossiers un par un, alors moi je parle plutôt en stock picking, et que vous vous concentrez sur votre boîte, alors évidemment dans vos boîtes, si vous avez des constructeurs automobiles européens et que vous n'avez pas du tout regardé ce qui se passait en Chine ou ce qui se passe avec le lidar ou la conduite autonome, c'est sûr que ça va faire très mal. Donc il faut avoir une vue très large. Mais si vous vous concentrez sur vos boîtes une par une et que vous connaissez bien votre dossier, il y aura peut-être de la turbulence en termes de prix. Donc il faut avoir une taille de position qui ne soit pas trop grosse pour pouvoir tenir la volatilité. Mais in fine, à un moment, on est quand même enfin, la civilisation est quand même un truc qui va vers le progrès. Donc même si vous regardez un dossier comme Moderna, par exemple, qui a eu beaucoup de volatilité, qui a perdu 10% hier parce que la FDA a retiré l'autorisation qu'ils avaient donnée sur leur vaccin sur la grippe. Mais in fine, vous dites, OK, si la science fonctionne et que ce truc-là marche, au bout d'un moment, voilà, l'administration Trump, sur le plus long terme, elle n'est pas éternelle. Il y aura des midterms dans pas longtemps, les choses vont bouger. Vous dites, si cette science fonctionne, si les valos sont corrects, à un moment, je verrai le bout du tunnel. Mais par contre, il faut avoir des tailles pas trop grosses, que sinon vous vous mettez à couper en bas. Donc il faut pouvoir tenir ses positions dans le long terme. Mais moi, pour écarter tout ce bruit macro, c'est vraiment compliqué d'y voir clair. Je préfère me concentrer très fort sur le micro. D'accord. Antoine? Sur cette question de diversification qu'on puisse même utiliser en disant voilà, quand on nous pose la question, voilà comment nos gérants diversifient leur portefeuille pour essayer de mitiger ce risque-là. Alors, c'était pas très consensuel en fin d'année, mais nous, on est revenu sur les matières premières et spécifiquement les pétrolières. Voilà, on avait un baril à 60, tout le monde le voyait beaucoup plus bas. On avait une offre qui était en surplus. Bon, on a bien été aidé par le prix du baril qui passait, disons, de 60 à 70 sur la base d'une prime géopolitique qui s'est reconstituée. Mais à l'intérieur de ça, en fait, quand on achète des pétrolières, on achète aussi du risque action, on achète aussi la capacité de ces pétrolières-là à dégager des marges. Et en fait, les majors américaines, parce que j'ai envie de prendre cet exemple-là, elles contrôlent toute la chaîne. On voit bien que le prix à la pompe, depuis un an et demi, il n'a pas vraiment baissé malgré le prix du baril. C'est pareil aux États-Unis, le prix du gallon est toujours autour de 3 $. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend une capacité de ces majors-là à faire passer des hausses de prix et plus de marge avec une élasticité à la demande qui est moins forte qu'une élasticité à la baisse, qui est moins forte qu'à la hausse. C'est des boîtes qui publient très bien, à l'exemple de Chevron et Exxon, pas plus tard que ce début de mois, avec une bonne discipline, un contrôle de toute la chaîne en aval et en amont, et puis potentiellement un baril qui pourra capter ces tensions géopolitiques, qui est une manière finalement de rejoindre ce que je disais tout à l'heure et de se prémunir assez naturellement d'un risque géopolitique. C'est aussi un enjeu de souveraineté, de décarbonation, et on voit que ce sont des boîtes qui de plus en plus vont essayer d'être présentes sur le GNL, sur l'électrification, voilà, sans rentrer dans le détail sur tous les besoins d'électrification de nos économies. C'est évidemment assez naturellement qu'elles diversifient elles-mêmes leur business. D'accord. Et on peut se diversifier dans l'industrie 4.0 ou pas, Stéphane? C'est pas pour moi. Absolument, c'est lui qui l'a dit, hein. Ça compte pas dans la. Il a le droit à 4 Non, mais bien sûr. il a le droit à 4 citations. Non, 4.0, 4 citations. Ce qui est intéressant, c'est on a vécu jusqu'à déjà jusqu'en 2022, on pensait qu'avoir des obliques, ça permettait de se protéger contre le risque action. Et puis tout est parti dans le mauvais sens.
Donc ça nous a calmé. Donc il y a des gens qui sont venus en nous disant acheter je fais pour la vanne un peu, acheter de l'or et du bitcoin. L'or, ça a bien marché. Le C'était ma bitcoin, question suivante, t'as pas le droit. le bitcoin, c'est un peu plus challengé. Bon, moi, j'ai pas des deux, donc je suis un loser pour les deux. Mais sur les actions, jusqu'à mi-année d'année dernière, il fallait juste acheter les Magnificent Seven et puis dormir. D'ailleurs, on a vu, moi je regarde toujours les confrères, je suis un vilain garçon, je regarde les portefeuilles des autres, j'ai envoyé à 9,9% de Max 7, enfin le package maximum. Et moi, je suis pas à l'aise sur des dossiers comme ça parce que je suis comme Monsieur Monod, je n'arrive pas à dormir moi après. Donc c'est un sujet aussi de la poche de risque qu'on veut affecter. En revanche, là, on a ce mouvement avec peut-être de long terme de dédollarisation, c'est-à-dire que les gens quittent le dollar. Est-ce que c'est juste des coups de boutoir qui sont liés, par exemple, à des institutions européennes qui vendent leurs papiers parce qu'ils en ont marre de se faire piétiner lors du World Economic Forum? Est-ce que c'est des Chinois c'était le week-end dernier, qui incitent leurs banques à vendre leurs papiers pour des raisons politiques aussi, ou en disant que la fiabilité n'est pas au rendez-vous? Je ne sais pas, c'est peut-être une tendance de long terme, mais il y a aussi cette envie de se dire c'est pas si simple que ça, donc on va faire autre chose dans l'industrie, dans Millennial, autre chose que des Magnificent Seven. Donc je pense qu'il y a tout un univers qui n'a pas tellement fonctionné en restant aux États-Unis, qui est l'univers des mid-cap. D'ailleurs, depuis le début de l'année, le Russell 2000 monte très fort. La conso m'a fait souffrir sur le fonds Millennial l'année dernière, mais dans la consommation discrétionnaire, quand on est un peu malin, qu'on a compris qu'il y avait cette consommation en cas, c'est des riches qui ont toujours plus d'argent, qui vont faire acheter des places de Super Bowl entre 5 000 et 35 000 $, c'était la tranche. Bon, il y a des gens qui ont plein d'argent, il y a eu 600 jets privés ont quitté San Francisco le week-end dernier, donc il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, donc ça c'est le haut du cas, puis des gens qui en ont beaucoup moins, donc des enseignes comme Dollar General ou Walmart, sur lesquelles on peut gagner de l'argent. Alors Walmart évidemment c'est pas une mid-cap, mais dans les mid-cap, dans la consommation, des boîtes comme Tapestry, c'est ça comme un coach, cartonne, et donc on va aller chercher cette diversification. On va aller revenir en Europe évidemment, parce que les écarts de valorisation sont énormes. En Europe, moi j'aime bien l'Europe, il y a juste un truc, c'est que j'aime bien moi l'innovation, donc j'ai moins de choses sexy en innovation. Et moi j'adore l'Amérique latine. Donc par exemple, j'ai acheté il y a 2 ans Embraer, c'est une compagnie, enfin c'est pas une compagnie, c'est un constructeur d'avions super, qui est vraiment un acteur de spécialité brésilien. J'ai acheté du LATAM Airlines au Chili. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt de l'Amérique latine, c'est que l'Amérique latine, pour moi, est dans un basculement politique. On a vu Milei, on n'en a pas assez parlé ici, parce que, évidemment, un type ultralibéral qui réussit, ça ne plaît pas en France. Mais bon, discrètement, on évoque le sujet. Le Chili est passé à droite, la Bolivie aussi. On a vraiment un basculement. Donc c'est intéressant. Et puis avec un dollar plus bas, pour les pays émergents, c'est favorable. Et dans ces pays-là, dernier point sur le Brésil, il y a 70 millions d'habitants qui ont notre niveau de vie et notre niveau au niveau ingénierie. Et donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc on va aller chercher dans ces pays de nouvelles idées. Donc une diversification vers des émergents. Ouais, géographique. Mais il y a une manière aussi de le faire, c'est par exemple d'acheter des banques espagnoles très implantées en Amérique latine, donc de jouer à double bande en fait. Okay. Voilà. Enfin, j'ai trop d'exemples. Ouais, mais c'est justement ça le problème. Bon. Non, mais on essaie de pas trop se diversifier non plus dans nos réponses, c'est ça le sujet. Axel, alors en plus de ça, bon, on a parlé des émergents. Carmignac Investissement, on sait très bien que c'est quand même très très large. Qu'est-ce qu'on fait dans Carmignac Investissement pour dire aux clients, regardez pourquoi ils sont diversifiés. On a 200 000 lignes, Pas du tout. on a plein de devises, on a plein d'émergents, on a quoi? On fait quoi? On a des positions dans les très grosses boîtes très bien connues et on va essayer surtout de sortir des sentiers battus. On a 30% des titres en portefeuille qui ne sont pas dans le MSCI IC World. On a bien évidemment la diversification géographique, mais je ne vais pas y revenir. Ce qu'on essaye de faire dans le marché actuel, c'est de la diversification en termes de profil de risque des boîtes qu'on détient. On va avoir d'un côté des boîtes à forte croissance qui ont des valorisations qui se payent, parce qu'une forte croissance rentable, ça se paye un petit peu, qu'on va équilibrer, on va faire un barbell avec des entreprises qui ont une belle croissance, mais qui sont complètement à la cave en termes de valorisation. Et ça, on en a quand même pas mal dans ce marché actuel. Le dernier grand exemple en date, c'est les éditeurs de logiciels qui sont en train de se faire massacrer par potentiellement une disruption d'intelligence artificielle. Nous, on pense que c'est ce genre de dossier qui vaut le coup, au cas par cas, d'aller réétudier, parce que le marché est très momentum en ce moment et il achète tout d'un coup et il vend tout d'un coup. Donc c'est là où on peut commencer à faire la différence et avoir des constructions de portefeuille équilibrées. Pareil dans les infrastructures financières, pareil dans la santé. La santé a fait 3 ans catastrophiques, notamment en plus l'année dernière sous l'effet de Trump et de la réglementation de Trump.
Donc, on va vraiment aller chercher des belles histoires de croissance, bien connues, avec des valorisations qui sont raisonnables, mais qui sont en absolu un petit peu élevées, et aller chercher des calls très contrariants de l'autre côté pour pouvoir naviguer dans cet environnement qui devient de plus en plus compliqué. Alors, j'ai envie de poser une question, mais c'est un tout petit peu hors sujet de notre table ronde là, fondamentalement parlant, parce que Stéphane a mis le doigt dessus. Quand nos clients nous disent, je veux acheter de l'or, je veux acheter du Bitcoin pour diversifier mon risque dans mon assurance vie, etc., à supposer qu'on puisse en acheter. Heureusement, on ne peut pas trop en acheter. On parle de l'or physique parce qu'évidemment, quand ils pensent or, ils ne pensent pas forcément mine d'or, et ils se voient déjà avec le lingot d'or sur le bord de la table. Vous êtes en contact permanent avec toutes les classes d'actifs, vous avez les discussions qui peuvent aller à droite, à gauche. Est-ce que vous pensez que fondamentalement, si tant est on pouvait avoir accès facilement, même vous dans vos fonds, à ces deux instruments, je ne sais pas même pas comment les appeler, est-ce que vous estimez que ça peut être des outils de diversification ou non? Aidez-nous à trouver une réponse à faire à nos clients, quoi. Crypto, non. D'accord? Non, Non, mais c'est crypto, clair. on voit clairement la corrélation avec les actifs risqués. On ne comprend pas quels sont les mouvements. Enfin, c'est vrai que prédire les mouvements des cryptos, c'est quasiment impossible. L'or est un instrument intéressant en termes de construction de portefeuille, ça c'est certain. Pas dans un fonds purement stock picking. Dans un fonds comme Carmignac Investissement, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'aller chercher des entreprises intéressantes. Mais dans un fonds plus global macro comme Carmignac Patrimoine, oui, c'est un stabilisateur. Alors, est-ce que c'est un moteur de performance ou un élément de gestion des risques? Un peu les deux, on va dire. Mais oui, c'est un élément intéressant dans un monde de dédollarisation, dans un monde où les banques centrales aujourd'hui, elles achètent 20 à 30% de la production aurifère mondiale. C'est un bon élément pour la géopolitique, pour la baisse de crédibilité des institutions américaines. C'est quelque chose qu'on trouve à petite dose intéressante. Mais sur les mines d'or et l'or, ça devient de plus en plus momentum, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, c'est quelque chose qu'on gère aussi très activement. Et on a bien réduit la voilure dans un fonds comme Carmignac Patrimoine à travers les mines d'or. Mais on a bien réduit la voilure parce qu'on voit des vrais excès, avec notamment le retail qui achète ça de plus en plus comme du Bitcoin. D'accord. Stéphane, t'as pas de Bitcoin? Non, j'ai pas de Bitcoin. T'as pas d'or? Non, non, mais l'or, il y avait un monsieur qui est super, qui s'appelle Jean-Marie Aveillard, qui gérait SocGen International SICAV, enfin je pense que les plus anciens l'ont connu, qui m'avait expliqué il y a une quinzaine d'années que l'or, il faut toujours en avoir parce que c'est la protection contre le crash absolu et contre la surinflation. Et les modulos, ils disaient qu'il fallait pas trop investir dans les mines d'or parce qu'à l'époque, il y avait eu des grèves dans les mines d'Afrique du Sud, donc le comportement des mines n'était pas celui de l'or. Et puis, là où j'ai raté l'envolée de l'or là, récemment, c'est que dans l'histoire, on a des anecdotes. Moi, j'avais une amie de ma mère qui avait acheté de l'or en 80 quand le PS est parti, a pris le pouvoir. Et l'or avait monté comme ça, très violemment, un peu comme maintenant. Et je crois qu'elle a mis 17 ans à retrouver en fait son cours d'achat. Et donc, faut faire un peu attention dans les excès. Donc, moi j'aimais bien sa formule d'y en avoir un 5% un peu qui traîne pour avoir une petite ligne positive à un moment où tout s'écrase, où il y a trop d'inflation. Mais il faut se souvenir de ces moments longs où on peut ne rien gagner. Et là, moi, je trouve, par exemple, sur les mines d'or, j'ai regardé les valos quand même. Je trouve que, ouais, je suis mieux avec mes vieilles boîtes industrielles. Voilà. D'accord. Le Bitcoin, non. Bitcoin? Non. Je connais Non, pas, non, je sais ok, pas ce qu'il y a d'accord. derrière. Non, non, Je suis mais d'accord. non, mais voilà, je pose la question exprès. Question. Je vais dire des banalités. L'or, oui, en cœur de portefeuille, en fond de portefeuille plutôt, pour cet aspect diversification, pour aller chercher autre chose que ce qu'on a l'habitude d'avoir et peut-être un peu de décorrélation. On y a accès, oui, à travers les minières. Alors, on sait que la corrèle n'est pas parfaite. On avait d'ailleurs la question de client le jour où l'or a fait moins 10 et effectivement les minières ont fait moins 20 sur cette même VL. Je comprends pas la réaction du fonds. En fait, il faut bien réexpliquer qu'on n'est pas sur un fonds investi sur le gold physique. Et donc ça, il y a une pédagogie parce qu'évidemment, les minières captent un risque equity à ajouter, disons, à la performance de l'or. Nous, l'or, ça faisait 2 ans qu'on avait recranté en début d'année en se reposant la question de savoir à quel point est-ce que la géopolitique allait être présente, etc. Donc c'était avec le recul assez évident de proposer de saupoudrer un petit peu. On voit bien que le statut de l'or, quand même, il a été un petit peu entaché avec les investisseurs retail dont on a évoqué, qui sont venus massivement en ce début d'année.
L'once d'or est passée de 4005 à 5005 en quelques semaines, voire jours, et puis avant de redescendre drastiquement. Ça, dans un actif qu'on voit comme quelque chose de refuge, ça fait un petit peu mauvaise presse. Sur le Bitcoin, on a souvent la question des clients. Moi, ce que j'aime répondre, c'est que si on ne comprend pas pourquoi ça monte, on ne s'étonne pas de ne pas comprendre pourquoi ça baisse. Sachant que le mouvement qu'il y a eu sur le Bitcoin, on peut un petit peu l'interpréter par rapport à la crédibilité de la Banque centrale qui a vu avec Kevin Warsh un petit peu son blason se redorer, même si le mouvement il avait été largement enclenché avant, parce que les points hauts sont déjà bien derrière nous, mais il y a quand même une querelle de plus en plus forte avec le Nasdaq qui rend la chose beaucoup moins diversifiante. Donc voilà, nous on n'en a pas, on ne comprend pas trop les mouvements, un peu comme ce qu'Axel disait tout à l'heure, donc on préfère rester à l'écart. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Alors ça tombe. Alors voilà. Alors moi, je vous ai entendu, évidemment, on parle de diversification. Le mot qui vient très souvent, qui est lié à la diversification, c'est décorrélation. Et comme on est jeune et moderne, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle. Parce que je suis que conseiller en gestion de patrimoine. Et j'ai posé la question en disant quelle est la différence entre diversification et décorrélation. Parce que quand on vous entend, on a quand même l'impression que les deux notions se mélangent pas mal. Et la réponse de l'intelligence artificielle que j'ai interrogée, c'est la diversification est une stratégie générale de répartition des actifs qui vise à réduire le risque global du portefeuille. Pas mal. Tandis que la décorrélation est une technique plus qui vise à sélectionner des actifs en fonction de leurs relations entre eux afin de réduire la volatilité et de laisser les rendements. Donc d'un côté, on parle de risque, de l'autre côté, on parle de volatilité et de rendement. Alors vous qui êtes des pros de l'allocation, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est ça la question. La question, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour Moi, dire que finalement. je vais vous répondre simplement. En étant gérant actif, des marchés comme ceux qu'on a eu depuis 3-4 ans, ou quelques très grosses valeurs, par leur performance, mais aussi la gestion passive, montent tout le temps, sont les pires pour nous. Parce qu'en fait, pour paraphraser un de mes vieux copains, qui me parlait de sa première femme, il m'avait dit, pour la séduire, je suis rentré dans un moule, et après, la serrer un petit peu, c'est devenu un carcan. Et en fait, nous, en tant que gérants, quand tous les indices montent, petit à petit, la pression des clients, c'est pourquoi tu ne suis pas l'indice. Donc petit à petit, beaucoup de gérants commencent à faire des portefeuilles qui suivent de plus en plus les indices. Et en plus, la gestion passive est derrière un concurrent direct avec un coût qui est nul. Donc vous avez un flux massif sur ces stocks. Et le problème en finance par rapport à d'autres métiers, c'est qu'il y a un côté auto-prédictif jusqu'à un certain point. Si tout le monde trouve qu'une action est bien, même si les fondamentaux ne sont pas bien, petit à petit elle monte et petit à petit la boule s'enchaîne. Donc en fait, ce genre de marché qu'on est depuis des années, il amène tout le monde à être de moins en moins diversifié, de plus en plus sur les mêmes stocks. Parce que dès que vous avez un demi-point ou 1 point ou 2 points d'écart en performance, les clients vous disent attends, pourquoi tu ne suis pas l'indice? Et ce problème-là, pendant des années, par exemple, si vous regardez des indices comme le S&P, l'equal weight a toujours été supérieur en performance au cap weight. Et depuis, alors je n'ai pas la date exacte, 4, 5, 6 ans, ça s'est inversé. Et maintenant, donc tout le monde suit le cap weight. Et le problème de ça, c'est que ça rend, je regardais hier les performances, les encours sous gestion d'un type qui s'appelle David Einhorn, qui gérait Greenlight, qui était un des gros hedge funds américains. C'était 15 milliards il y a 10 ans. Et c'est 1,5 aujourd'hui. C'est-à-dire que donc vous avez très peu. Alors il reste quelques très grosses machines comme Stéphane parlait de Red Alio, voilà, comme Bridgewater, vous avez quelques grands trucs comme ça énormes, mais du vrai stock picking individuel, il y en a de moins en moins parce que votre fonds de commerce se barre tous les jours et en gestion passive, et tous vos distributeurs vous dites mais attends, l'indice ça fait plus machin, t'es pas là, t'es pas dedans. Donc tout le monde se retrouve. Même je prends un autre gérant d'hedge fund que vous connaissez peut-être, Bill Ackman, qui gère Pershing Square. Il avait dans ses il vient d'annoncer hier qu'il avait mis 20% de son fonds dans Meta. Vous avez quelqu'un comme Fundsmith. Il y a des convictions aussi. Il faut aussi. Vous nous vendez aussi le fait que vous êtes des gérants de conviction. Non, mais et là, on est en c'est train compliqué de vous dire sur une boîte comme Meta, que tout le monde regarde et que tout le monde analyse, vous allez avoir un écart entre la vraie valeur, enfin votre vision du truc et la valeur de marché énorme. C'est plus facile de vous dire sur ce stock, les gens suivent moins, le marché la met à 100 et moi j'ai une idée, je pense qu'elle vaut 200. Sur Meta, vous dites tout le monde la regarde, par contre c'est compliqué de vous dire tout le monde se plante. C'est ça que quand vous choisissez un stock, vous dites tout le monde se plante. Et moi j'ai raison. Et plus vous prenez un truc que tout le monde regarde, plus c'est compliqué de vous dire j'aurais raison. Je suis tout le seul à avoir raison, à avoir compris, et personne n'a compris à côté. Si tout le monde sait que Meta va croître comme ça, le prix de Meta, il a juste de la croissance, on est d'accord. Donc vous allez faire une trajectoire normale. Antoine, votre avis sur la réponse de l'intelligence artificielle entre la diversification égale risque, la décorrélation?
Alors déjà, les corrélations empiriques qu'on avait identifiées avant 2022, ce qui valait grossièrement une allocation équilibrée à être 60-40 et à pouvoir passer à petit peu près toutes les périodes de stress. Bon, elle a été vraiment mise à mal par 2022, qui est en gros une queue de distribution largement pas normalement distribuée. Donc en fait, les modèles statistiques, économétriques sont largement différents de la réalité des marchés. On connaît bien ça. Moi, j'aurais répondu que la diversification, c'était bien comprendre l'articulation des asset classes les unes entre les autres, parce que évidemment, il y a des choses qui se déversent naturellement. C'est bien identifier les différents scénarios et les différentes hypothèses qu'on met, quitte à pas avoir raison sur un scénario, mais au moins que la succession d'événements qui nous donnent tort puisse être cohérente avec une asset classe qui progresse, parce que les BPA sont en progression, en empilant les multiples par-dessus. Voilà, j'aime bien dissocier des briques et des hypothèses pour pouvoir revenir dessus, pour comprendre si j'ai pas raison. Est-ce qu'au moins sur cette hypothèse-là ou sur cette hypothèse-là, où est-ce que je me suis trompé? Et pas juste au doigt mouillé dire que l'indice il va à 5000 ou à 6000 ou à 7000. Voilà, revenir sur des hypothèses bien posées, avec des briques qu'on peut additionner les unes sur les autres. Pareil sur les classes d'actifs. Moi, j'ai pas compris la question. Pardon. Alors, tu Mais- passes ton alors, micro moi, à je connais Axel. ma Tu passes ton réponse. micro à Axel. Non, alors. non, j'ai un sujet qui est intéressant, je pense, à aborder. Je sais pas si c'est Charlie Munger ou Warren Buffett qui disait, moi, en fait, je diversifie pas, je mets tous les œufs dans le même panier, mais je le surveille de près. Et en fait, la surdiversification, elle m'inquiète parfois parce que moi, je trouve que vous êtes plus concentré que. Bah, il y a peut-être des grandes gestions privées ici, mais je fais parfois des calls avec des gens dans les gestions privées. Et je trouve qu'il y a tout, il y a tout, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a un peu de Bitcoin dans un coin, il y a un peu parce que c'est la mode, il y a un peu, il y a de tout. Et à la fin, bah, la perf, il n'y a plus de perf, quoi. C'est qu'il y a juste, c'est une maîtrise du risque, entre guillemets, mais dans une espèce de soupe où tout est cohérent. Et il y a aussi des schémas parfois de stratification. C'est-à-dire qu'une année, c'est à la mode, donc il y a un moment, il va y avoir beaucoup d'immobilier, après, il va y avoir beaucoup de private equity, après beaucoup de fonds structurés. Et à la fin, on ne sait plus ce qu'on a, et on se retrouve avec une perf qui est à 0 plus. Et moi, je préfère savoir plus les classes actives sur lesquelles je suis. Alors, évidemment, moi, je gère des fonds actions principalement, donc je me sens concerné par le sujet, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ce côté, avoir une bonne part d'actions. C'est quand même là qu'on va se battre le mieux contre l'inflation, c'est là qu'on va avoir le plus d'upside, à condition évidemment d'en avoir la quote-part nécessaire concernant, enfin, la quote-part qui correspond à son aversion au risque et son horizon d'investissement. Je reviens sur les fondamentaux, mais je trouve que dans les allocs que j'ai pu voir récemment, on a vraiment une soupe avec un petit peu tout, en disant au nom de la diversification, bah, on a de tout et ça ne fait plus rien. Voilà. D'accord. Alors, Axel, comment va la cuisine? Je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qui est dur sur les corrélations, c'est que surtout depuis 2022, comme ça a été mentionné, c'est de plus en plus, ça marche plus. C'est vrai sur la corrélation action-taux. On le voit dans des fonds diversifiés, c'est quelque chose qui est de plus en plus dur. Donc, à part avoir beaucoup de flexibilité, c'est le seul moyen de gérer cette corrélation active. Et surtout d'avoir des convictions basées sur de l'analyse fondamentale qu'on tient. Ce qui est le plus dur, mais qui est notre métier. Mais même au sein des marchés actions, sur les 7 magnifiques, on était sur un trade ultra corrélé et aujourd'hui, la corrélation est à un plus bas de plusieurs années. Parce qu'en fait, on voit que les 7 magnifiques, ils partent dans tous les sens depuis quelques semaines, quelques mois. Est-ce que c'est lié à des fondamentaux? Est-ce que c'est lié à des mouvements de marché? Est-ce que c'est hyper dur de savoir et on ne sait pas si peut-être que demain, ça va se recorréler. Donc, tout basé sur des stratégies de décorrélation, ça me paraît assez hasardeux. Je pense qu'on est tous d'accord que l'analyse fondamentale, être sûr de ses convictions, avoir des convictions et les maintenir, c'est la meilleure façon aujourd'hui de gérer un portefeuille. Bon, ben voilà. Alors, on arrive à la fin. Bah oui, je suis désolé. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, je vais vous demander de conclure, et je vais vous demander de conclure chacun en parlant du fonds dont vous m'avez parlé, en me disant c'est celui-là qu'on va mettre en avant. Mais surtout, vous allez faire le job des commerciaux, c'est-à-dire vous allez devoir nous expliquer rapidement pourquoi, en 2026, il correspondrait, je dirais, au discours que vous avez eu par rapport à toutes les inconnues, géopolitique, banque centrale, décorrélation ou pas, diversification, etc. On essaye de faire vite. Eh bien. Je commence? Oui. Allez. Un fonds, Carmignac Investissement, un petit nouveau, 36 ans. Pourquoi en 2026 on est sur un fonds
diversifié géographiquement et ça, c'est très important avec les risques géopolitiques dont on a parlé tout à l'heure. On est sur un fonds qui gère très activement basé sur la recherche fondamentale avec un nouveau gérant qui nous a rejoint il y a 3 ans et qui a une expérience qui nous intéresse beaucoup, en termes de, marché émergent, mais aussi en termes d'agilité. Clairement, on espère tous que les beaux jours de la gestion passive sont derrière nous, et qu'il va falloir avoir de l'agilité et les marchés depuis les dernières semaines, quand on regarde les indices, c'est, calme plat, mais quand on regarde à l'intérieur des indices, c'est un vrai tourbillon qui est en train de se passer et donc construire des vraies constructions de portefeuille, équilibrées, ce que je disais en termes de croissance, volatilité, zone géographique va être clé. En termes de conviction, on reste sur la tech, mais de manière très, très différente que 2025 et ça, on pourra en reparler, derrière et on va chercher des choses, un petit peu à la traîne. Merci. Bon, Stéphane, je devine de quoi tu vas parler. C'est ton quatrième. Voilà. Ouais. On peut parler de l'IA dans la gestion. Oui, mais finalement, on en a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas le temps. Mais par contre, on essaie de faire ça rapidement parce que je sais que quand tu m'en as parlé, tu étais parti, il a fallu que je coupe la visio. Alors après, je serai disponible pour parler d'IA Voilà. dans la gestion si vous voulez. Donc 4.0, pourquoi? 4.0 parce que d'abord j'étais au CES de Las Vegas en début janvier. C'était super et ce que j'ai retenu c'est que c'est l'intrusion finalement de l'IA dans le physique, à savoir les robots. Et dans tout ce qui est physique dorénavant, on va avoir du digital et notamment de l'intelligence artificielle. Le fonds, on l'a lancé à Timis Industrie 4.0, on l'a lancé il y a 7 ans sur le thème de la digitalisation de l'appareil industriel. C'est le sujet de la décennie et donc je pense qu'on va encore avoir énormément de traction. La grande force du portefeuille, c'est qu'on est diversifié. Actuellement, j'ai que 25% de tech. Donc, les gens qui se disent, ah, c'est de la tech, mais bah non, j'ai 25% de tech. J'ai 30% d'aéronautique et défense, 15% de pure défense, 15% plutôt aéronautique civile. On a un super cycle de l'aérien. Évidemment, le côté géopolitique, je préférerais avoir zéro défense, hein, pour rien vous cacher, mais on a très très bien sélectionné nos titres depuis. Et j'ai 30% de capital goods, d'affaires industrielles. On vit dans nos univers un phénomène de reshoring, de digitalisation, de changement de paradigme dans la production industrielle. Et donc ça, c'est spectaculaire. Et si on tire le fil, y compris dans l'énergie, par exemple, le nucléaire, on est présent dans le nucléaire, par exemple, il y a énormément d'idées. Donc cette décennie, c'est celle de la révolution, la 4e révolution industrielle. Et pour y rentrer, un portefeuille diversifié comme Atimis Industrie 4.0 me semble idéal. Voilà. Parfait. Mais nous, on a un fonds qui s'appelle Stratégie Monde, qui est un fonds à dominance action, quand même, assez forte, qui du coup a moins souffert que les autres fonds équilibrés de la gamme. Pour le petit instant promo, c'est un fonds qui est 5 étoiles. C'est un fonds sur lequel on a, comme je disais tout à l'heure, plusieurs classes d'actifs. Ça va du corporate au crédit, enfin corporate crédit, sovereign, action EMU, action world, dans des proportions qu'on trouve assez intelligentes. Et nous, on va graviter autour de ça en fonction des convictions que la société de gestion émet. Donc voilà, des choses assez basiques. On fait un comité d'allocation, on définit des vues stratégiques, tactiques, une grille assez fine, et on vient déployer ça avec le choix d'un timing qu'on juge le meilleur et une attention particulière au budget de risque qu'on va mettre sur chacun de ces poids-là. Donc c'est une manière pour les sociétés, pour les conseillers, d'avoir quelque chose un petit peu réactif en cœur de portefeuille, de pouvoir vous saupoudrer de thématiques que vous aimez bien, mais de nous laisser entre guillemets la main sur le côté risk-on, risk-off, aller plus finement sur les secteurs et sur les zones géographiques, parce qu'aujourd'hui, on en a largement parlé, mais il y a des grands écarts en termes de zones, il y a de grands écarts entre sociétés d'un même secteur. Donc voilà, nous, ça nous permet d'ajouter un petit peu cette finesse, mais aussi de vous laisser la main sur les thématiques que vous aimez bien pour construire une dialogue globale. D'accord, merci. Charles, alors on connaît moins Monoc, mais bon. Non, bah moi, ça revient à mon discours, si vous voulez, un truc différenciant. Voilà, moi, je fais vraiment enfin, ce qu'on fait chez Monoc, c'est vraiment du stock picking, donc c'est vraiment action par action. C'est que US parce que à un moment, j'ai fait 2 créneaux horaires, là, on n'a plus de vie personnelle, donc j'ai arrêté l'Europe. Au moins, la journée de marché commence à 15h30, c'est plus simple. Et mon but est assez simple, même si pas facile, donc c'est juste de gagner de l'argent. Donc en fait, je suis assez agnostique sur les boîtes que je vais chercher. J'essaie de comprendre des dossiers où je pense qu'il y a de l'argent à gagner. Ça peut être des dossiers comme de la conduite autonome aux US avec Aurora. C'est plutôt des noms qui sont déjà pas très connus des investisseurs français. Et ça peut être la boîte, la dernière que j'ai rentrée, c'est une boîte qui a 10 millions de poules. Des vraies poules qui font des vrais œufs en fait. Ça s'appelle Vital Farm aux US. Voilà. Je pensais qu'on parlait de piscine, mais. Non, c'est des vraies poules, des poules. Voilà. Et donc ça peut être très différencié en termes de portefeuille, parce que je rejoins ce que disait Axel, il ne faut pas être
si vous êtes dans ces marchés assez compliqués avec les thématiques, avec les indices, avec les ETF, si vous êtes un peu sur un secteur et que tout le monde décide de balancer de secteur, vos investisseurs partent en courant parce que vous avez trop de volatilité. Donc, il ne faut pas avoir tout dans le même choix, un peu diversifier ses risques, pas des pauses trop grosses, parce qu'il peut y avoir, enfin, on voit des mouvements sur des noms peut-être moins connus, mais effectivement, on disait sur le software, des boîtes un peu plus petites que Salesforce, avec des mouvements qui sont extrêmement violents. Donc, pas des pauses trop grosses, mais très diversifiants en termes de risque. Et toujours, moi, je vais avoir un certain intérêt intellectuel dans ce que je recherche. Combien de lignes? On doit avoir 25 lignes aujourd'hui. Voilà. Mais nous, on n'a pas 100% expo. On n'a pas, donc nous, on gère avec le cash. Vous écrivez une super lettre. Bah, je crois que c'était un peu le mot de la fin, on gère avec le cash. Non, Comme nous avec le fonds en euros. Une super lettre, parce que je vais Voilà. l'envoyer. Voilà, vous voulez les lettres on verra après pour les instants commerciaux et marketing de chaque réseau. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.